Bonjour à tous. Nous allons commencer la conférence consacrée cet après-midi à la filière bio en Caprin. Donc, nous avons 4 intervenants qui sont donc Emma Bonnet, Nathalie Pichot, Gilles Sanzet et Hélène Gabory, que je vous présenterai au fur et à mesure de la table ronde. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de la filière caprine bio, qui, comme toute la bio de façon générale, se développe à la fois en nombre d'élevages. Donc vous avez les chiffres qui s'affichent devant vous, à la fois en nombre d'élevages de cheptels et de litres de lait produit. Donc en 2020 par rapport à 2019, on a 13% d'exploitation caprine bio en plus, ce qui représente 12% de surface supplémentaire. Le revenu des éleveurs bio pour l'Ouest, c'est 1,6 SMIG par unité de main-d'œuvre pour un prix moyen de 956 € les 1000 litres. Et on a à peu près 25% des élevages qui dépassent les 2 SMIG par UMO. Sur les fromagers bio, les revenus sont légèrement inférieurs avec 1,3 SMIG par UMO et un prix du lait transformé de 2518 € les 1000 litres. Donc la consommation progresse, mais comme sur l'intégralité de la filière bio, de façon moins importante sur 2020. Et alors justement, puisque la filière quand même est importante, chez Agrial, dont nous avons Gilles Sanzet, qui est le responsable des métiers chèvres, qui est avec nous sur la table ronde. Vous êtes le leader sur le marché. Quelle part représente le bio dans votre activité ? Alors, au niveau de la collecte de lait de chèvre bio, c'est 3% en 2021 de la collecte totale de lait de chèvre. Ça sera sans doute proche des 5% en 2022. Alors nous, on fabrique du fromage surtout, hein, la bûchette Soignon Bio, qui aujourd'hui c'est la première référence vendue en GMS à marque, tous les confondus, hein, puisqu'on dépasse les 600 tonnes. Ce qui représente à peu près 4 millions de litres de lait, je crois. Hein. À peu près, ouais. À peu près. C'est important. Voilà, donc, alors, l'histoire, la bûchette bio Soignon, elle est fabriquée depuis 2020 au niveau de la Chapelle-Tireuil, hein, dans les Deux-Sèvres. Alors, auparavant, on était sur une fabrication plutôt dans le nord de l'Europe. Donc, on a développé de la collecte bio pour faire en sorte que la bûchette soit 100% lait français, puisque c'est la demande du consommateur en GMS. On a aussi tenté l'ultra frais bio à la marque Soignon et malheureusement ça n'a pas remporté un grand succès. Aujourd'hui, là, c'est les consommateurs qui n'ont pas adhéré. Les consommateurs, alors dans le marché bio en fromage progresse toujours. Alors suite à l'effet Covid, l'ensemble du bio s'est un petit peu freiné, hein, la consommation. Alors en fromage, on est toujours sur des progressions, mais moins importants que ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Par contre, l'ultra frais bio, que ce soit en chèvre, en brebis ou en vache, dans le réseau GMS, hein, parce que dans les réseaux spécialisés, ça se passe sans doute un peu autrement, on est plutôt face à une baisse de la consommation depuis quelques mois. Alors voilà. Est-ce que ça vous a amené à déclasser du lait bio ? Alors aujourd'hui, on ne déclasse pas de lait bio, mais on a décidé de faire une pause dans les conversions et dans les installations en bio, parce qu'on a une dizaine d'éleveurs qui vont arriver encore. Donc notre objectif, nous, c'est d'essayer de coller entre offre et demande et de ne pas déclasser, parce que déclasser, c'est de la perte de valorisation et en finale, ça se ressort sur le prix du lait. Donc c'est aujourd'hui la décision. On va voir, on est en attente des évolutions de marché, comment elles vont venir. Et pour développer un petit peu plus l'offre que vous faites en rapport avec évidemment la demande, c'est quoi les challenges ? Les challenges, puisqu'on va pouvoir le faire maintenant, c'est communiquer sur l'origine du lait française. Ça c'est important. Donc on compte là-dessus. Et puis, alors moi je ne suis pas du marketing, mais les spécialistes du marketing chez nous pensent que ça va repartir, quoi. Donc voilà, mais tant que c'est pas reparti,
déjà, valorisons le lait qu'on a et qu'on va avoir, qui va arriver dans les années qui viennent. Est-ce que le fait qu'il y ait une saisonnalité, ça complique un peu? Alors, la saisonnalité dans le bio, c'est quand même un problème, un petit problème. On aurait besoin, alors on sait bien qu'on va pas, on n'aplatira jamais la courbe, mais avoir un petit peu de lait frais en décembre et en janvier, c'est quand même pas plus mal. Surtout quand on est dans l'ultra frais, parce que les produits de report c'est un peu plus compliqué. Mais en fromage, on a toujours besoin d'un peu de lait frais. Donc c'est aussi un des challenges de la production bio, c'est d'arriver à avoir un peu de lait en décembre, janvier, enfin un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui. Hélène Gabory, vous êtes associée au sein de la Maison Gabory. C'est une entreprise qui est dans les Pays de la Loire. Vous fabriquez des produits bio, je crois, depuis 1979. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous décrire l'entreprise et Oui. puis vos activités, vos débouchés? Oui. Donc nous, ça fait depuis 79, depuis 42 ans qu'on est agriculteur. Ça, c'est important. Agriculteur et transformateur de produits laitiers biologiques et de fromage affiné. Donc 42 ans dans les produits laitiers à l'origine de vaches jerseyaises, et toujours aussi actuellement. Et puis l'histoire en 2000, on distribue aussi tous nos produits 100% bio. Ils sont aussi labellisés Biocohérence et on les distribue exclusivement dans les magasins spécialisés bio. Donc nous, c'est plutôt l'aspect du réseau bio sur lequel je vais pouvoir échanger avec vous. L'histoire, c'est qu'en 2000, nos consommateurs bio, les magasins bio, nous ont demandé des yaourts de chèvre, donc en ultra frais, parce qu'on avait à ce moment-là une offre qui venait de Belgique et qui était très acide. Donc ils sont venus nous voir pour appliquer justement notre technique traditionnelle pour avoir un yaourt doux de chèvre. Donc là, l'histoire a commencé à partir de 2000. On a travaillé avec Biolay. Et en 2005, Biolay nous a demandé de récupérer en direct la collecte de 2 éleveurs de chèvres avec qui nous travaillons. Et donc c'est à partir de ce moment-là, en 2005, qu'on a récupéré donc 2 éleveurs. Et également, ma sœur est arrivée dans l'entreprise familiale. Elle nous a rejoints avec mes parents. Et elle est fromagère. Donc c'est à partir de cette date-là également qu'on a développé la gamme fromage affiné. Et voilà, donc ça fait 15 ans qu'on a une gamme aujourd'hui de fromage affiné et de produits laitiers en chèvre et vache. Et voilà. Est-ce que vous constatez le même ralentissement de la consommation par vos canaux de vente qui sont un peu différents oui. des GMS? Alors, si on compare à 2020, qui a été une année très spéciale et inédite, évidemment, mais on ne va pas comparer 2020, on va rester sur une perspective 2019, où là, si on reprend quand même les évolutions, en tout cas sur la Maison Gabory, on est sur une croissance par rapport à 2019. Ensuite, concernant la question de la chèvre, ce qui est important de noter, c'est que l'offre en ultra frais, le segment de la chèvre, sur l'ultra frais, ça reste un petit segment ultra attendu des consommateurs bio du réseau bio, mais qui ne peut pas, en termes de nombre de références, pallier la vache ou la chèvre ou la brebis. Voilà. Donc c'est vrai que sur l'ultra frais, à moins d'avoir de l'innovation importante, au niveau des débouchés, c'est surtout sur le fromage où il y aura une vraie dynamique, on pense, à l'avenir. Hein. Et du coup, avec votre expérience, vous avez entraîné avec vous des conversions d'éleveurs autour? Tout à fait. Donc, pour nous, le développement de la filière chèvre dans notre région, parce qu'aujourd'hui, on transforme 1,1 million de litres de lait bio. De producteurs qui sont vraiment Exactement, juste à côté de chez nous. Voilà. Et puis un petit peu plus loin, comme Nathalie, mais bon, c'est pas si loin que ça quand même. Hein. Donc sur 3 départements, le 49, le 85 et le 79. Donc 8 éleveurs. Et nous, la notion d'accompagnement de la filière, c'est un partenariat. Hein. Chez nous, on considère nos éleveurs comme des partenaires de confiance. Donc ce sont des échanges ouverts, voilà, des échanges entre nous, la laiterie, et le producteur. Ce sont des aides à l'installation financière, ça c'est très important. Voilà, on accompagne l'éleveur aussi au niveau technique, mais vu que nous on est agriculteurs de vaches jerseyaises,
on est plutôt là à solliciter les échanges entre eux par des réunions. On fait aussi de la formation. Voilà, et puis vous avez au niveau des éleveurs de chèvres des spécificités, des problématiques d'élevage, des contextes d'élevage particuliers concernant le parasitisme entre autres. Et c'est à ce moment-là où il y a un intérêt pour échanger sur les bonnes pratiques. C'est ça où je parle de partenariat, où on est, en tout cas on provoque ces événements. Alors il y a l'aspect technique, il y a l'aspect financier, il y a aussi l'aspect relationnel, échange et personnel. Donc c'est la participation aux événements de l'entreprise qui permettent ainsi, et ça pour nous c'est essentiel, et qui crée pour moi fondamentalement le partenariat. C'est pas simplement qu'un relationnel entre l'éleveur et la laiterie, mais également de prendre conscience que l'éleveur apporte un lait de qualité à une laiterie qui va elle produire pour des consommateurs, pour des magasins, des consommateurs qui attendent ça. Et pour nous, le réseau bio et les consommateurs bio attendent des produits de qualité. Ça, pour nous, c'est la base de notre travail et de notre état d'esprit. Et alors là, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux agriculteurs qui vont vous rejoindre, ou est-ce qu'il y a d'autres projets dans les 2-3 ans? Oui, alors nous, on prend l'éleveur d'abord avec confiance. Il faut qu'on ait confiance dans l'éleveur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Parce qu'on a des attendus de qualité qui vont au-delà du label bio. Hein, on est labellisé Biocohérence. On a des attendus aussi sur la pratique de l'élevage. Et il faut que ça matche, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on a aussi, nous, en fonction de nos besoins par rapport au marché, qu'on évalue. Donc on est à peu près à un éleveur tous les 2 ans. Actuellement, on a quelques dossiers en cours, plutôt bien avancés pour certains, et puis qui nous permettent comme ça de nous projeter sur les années à venir. Hein. Et alors justement, on va demander son avis à Nathalie Pichot. Vous êtes exploitante, donc vous êtes à la fois en chèvre et en vache laitière. Vous êtes installée depuis 2017. C'était une installation directement en bio ou une conversion par la suite? Alors non, moi je me suis installée directement en bio. Enfin, l'exploitation que j'ai reprise était en conventionnel, donc on a d'abord converti les terres. Mais après, ma première livraison de lait, je l'ai faite en bio. C'était un souhait de ma part, c'était un débouché qui était là. Et puis c'était l'environnement qui faisait autour que je pouvais le faire. Et puis c'était aussi par conviction. Moi, je souhaitais voir mes animaux dehors, donc il fallait aussi pouvoir valoriser ce travail-là. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer en bio? Je crois que vous étiez déjà dans un environnement familial où vous aviez vos parents en bio, c'est ça? Oui, c'est ça. Mes parents sont en vache laitière, donc à 3 km de chez moi, qui étaient déjà en bio, donc j'étais un peu élevée dans cet esprit-là. Et puis après, c'est par toutes les expériences que j'ai pu avoir autour. J'ai travaillé dans des élevages bio, et c'était une suite logique en fait de mes expériences que j'avais, et c'était voulu. Ouais. Et alors, quels avantages vous y voyez au bio? Eh ben, c'est le challenge technique qu'il y a derrière qui font que c'est une production qui est tous les jours, il faut pouvoir se remettre en question, il faut pouvoir savoir progresser, savoir aller de l'avant. Et puis bon, le prix, il ne faut pas se le cacher, derrière qui me permettait de valoriser tout ce travail-là que je faisais derrière. Et les difficultés au quotidien, parce que vous parliez de se remettre en question, ça pourrait être dans les difficultés. C'est vrai que ça dépend peut-être de comment on voit les choses. Oui, si on prend un exemple, donc en bio, il faut sortir ses chèvres au pâturage. Qui dit pâturage dit en chèvre, elles sont assez quand même sensibles au parasitisme. Donc maîtriser tout cet aspect-là derrière, donc ça passe de la composition de ces prairies à comment est-ce qu'on gère son planning de pâturage. Donc là, par exemple, moi sur l'exploitation, ça va être donc j'essaie de les sortir au maximum, hein, du mois de mai à novembre. Et c'est par exemple, fil avant, fil arrière, qu'elles avancent tous les jours, qu'elles ne reviennent pas sur leur pas. C'est laisser au moins 3 semaines la prairie tranquille avant de remettre des animaux dessus. C'est alterner le pâturage et la fauche pour le foin. C'est plein de petites choses. Et ça, c'est des évolutions que vous avez faites depuis 2017 ou dès le début, vous aviez les bons conseils, ou finalement ça dépend toujours de l'exploitation peut-être? Non, c'est de l'approche que j'avais de l'extérieur, et puis toujours savoir s'entourer en fait. Tout ne vient pas de moi-même, c'est
c'est de pouvoir travailler avec, de prendre conseil autour de nous, des autres éleveurs qui ont déjà ces pratiques-là en place, qui ont l'expérience, qui ont le recul. Donc écouter ce que eux ils ont fait pour après nous mettre en place sur l'exploitation et toujours s'améliorer. Et puis faire partie de groupes de caprins, en fait, d'éleveurs caprins. Mais pour le pâturage, mais pour plein d'autres choses aussi. Là, par exemple, par chez nous, on a un groupe d'éleveurs caprins, on est autant des conventionnels que des bio. Et c'est les échanges qu'on peut avoir ensemble, on a tous à apprendre des uns des autres, et ce qui nous permet de progresser après sur l'exploitation. Alors quand on parle de bio, on parle aussi souvent d'autonomie. Je crois que vous, au sein d'Agrial, vous conseillez aussi aux agriculteurs de ne pas hésiter à acheter du concentré, parce que l'intérêt, c'est quand même de produire, peut-être. Le bio-chèvre, techniquement, c'est pas facile. Hein. C'est plus compliqué que la chèvre conventionnelle. Alors, il y a le parasitisme qui est inhérent au pâturage. Et c'est difficile à maîtriser. On a aussi le problème de l'allaitement des chevrettes, hein, avec l'obligation d'utiliser de la poudre bio. Enfin voilà, c'est pas facile. Donc nous, au niveau d'Agrial, on accompagne tous nos producteurs. On a un groupe et un technicien qui est réservé à nos 35 producteurs sur les aspects techniques, sur les aspects économiques. Hein. Tous nos producteurs bio, on les suit en gestion technico-économique. Voilà, alors, par rapport à l'autonomie fourragère, après chaque système, c'est à chacun de suivre. C'est juste que pour nous, il ne faut pas que ça soit un dogme. Voilà, si des fois il y a besoin d'aliments parce qu'il n'y a pas assez de fourrage, parce que pour des raisons variées, c'est un investissement et il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. Même si c'est très cher l'aliment bio et qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Voilà, mais l'objectif, c'est toujours de produire du lait. Donc, effectivement. Je pense que oui, le revenu en chèvre, il est quand même fortement lié au volume, à la capacité à produire et au volume produit et à la productivité animale. Et c'est vrai en conventionnel, mais c'est vrai en chèvre aussi. Oui. Emma Bonnet, votre voisine, donc vous êtes productrice dans les Deux-Sèvres. Vous, ce n'était pas une installation directe en bio, vous vous êtes convertie quand et comment ça s'est passé? Alors, je me suis installée il y a un petit peu plus de 10 ans sur la ferme familiale. Il y avait une production de lait de chèvre avec 360 chèvres. Et à ce moment-là, on a créé la fromagerie à la ferme. Il y avait aussi des vaches allaitantes. Alors, on est dans le Marais Poitevin, donc le système logique, c'est le pâturage pour valoriser les marais pour les vaches. Donc au bout de quelques années, donc je travaillais avec mes parents, on était associés, et donc l'idée du bio nous taraudait pour des raisons d'éthique. Mais après, la question, c'est la mise en œuvre, parce qu'il faut quand même survivre à ce passage. Donc techniquement, pour l'élevage de vaches, il n'y avait rien de complexe, puisque on pratiquait déjà un élevage selon le cahier des charges bio. Donc ça a été simple. Vous avez mené les deux conversions en même temps? Alors non, en fait, on a profité du moment où on pouvait convertir seulement un atelier dans la ferme. Ce fut un temps où il fallait convertir toute la ferme. Donc ça a été très simple. Sur les terres, ça a suivi aussi parce que le gros inconvénient de l'agriculture conventionnelle, selon nous, c'était la pulvérisation de produits chimiques. Voilà, donc que ce soit pour l'agriculteur, pour son environnement, voilà. Après, sur l'élevage de chèvres, on a attendu un petit peu parce que là, il a fallu avoir une opportunité. C'est-à-dire que le parcellaire de la ferme est très éloigné et le plus proche est dans le marais. Et comme on vient de le dire, les chèvres sont très fragiles au parasitisme. Donc ça n'aurait pas été très pragmatique de les faire pâturer dans ces terrains-là, quoi. Donc au final, en 2017, on a associé un voisin et qui donc a apporté son parcellaire à la ferme et un parcellaire au pied de la ferme qui a permis le pâturage des chèvres. Donc là, aussitôt, on a fait la conversion. Et bon, en toute logique, les fromages ont suivi puisque techniquement, il n'y a aucun frein
au fromage de chèvre bio du moment que le lait est bio, quoi. Et alors justement, est-ce que pour la commercialisation, c'est plus facile depuis que vous avez des fromages bio? Moi, mon système, c'est de la vente directe, donc j'ai 3 marchés par semaine. Donc j'avais déjà convaincu depuis quelques années un certain nombre de clients. Donc, vous aviez déjà votre propre voilà, j'avais déjà une ouais. partie de cette clientèle, donc il a été facile de leur expliquer. Ils ont été plutôt confortés dans leur choix d'acheter du fromage fermier. La conversion bio a été très bien reçue, bien sûr. Et donc sur les marchés, eh bien, un certain nombre de clients qui n'achètent que du bio sont venus à mon banc. Et puis après, j'ai multiplié par 5 les ventes à des enseignes d'épicerie locales, notamment Biocoop à 20 minutes de chez moi à Surgères, Biomonde à Rochefort ou Oléron. Voilà. Donc il est certain que le passage au bio a permis de vendre dans ces enseignes-là que bien sûr j'avais pas avant. Vous avez pu revaloriser vos prix? Oui, j'ai augmenté les prix. Bon, de toute façon, l'écueil dans ma fromagerie, ça a été l'écueil de beaucoup de fromageries fermières. C'est-à-dire que je suis partie d'un prix trop bas par manque d'assurance techniquement, sur le volume des ventes aussi. Donc j'ai commencé une toute petite production, pas très régulière, donc le prix a commencé très bas. Et alors après, c'est long et fastidieux d'arriver à un prix de valorisation normal et honnête. Mais ça a été bien accepté par votre clientèle habituelle? Et donc il est certain que le passage au bio a permis d'expliquer d'autant mieux cette augmentation, quoi. Et alors, puisque maintenant votre installation est bel et bien terminée, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut s'installer ou quelqu'un de plus vieux qui veut se convertir? Alors, sur l'élevage de chèvres, c'est moins ma partie sur la ferme. Il est certain qu'en conventionnel ou en bio, c'est un élevage quand même technique. Donc, à part se former techniquement avant l'installation ou pendant l'installation, évidemment. Alors, sur le fromage... c'est la même chose, que ce soit du fromage conventionnel ou du fromage bio. Il est certain que plus vous êtes fort techniquement, plus vous allez endurer tous les aléas de la vie d'un éleveur et d'un transformateur fromager, quoi. Et puis en plus de ça, ça permet quand même l'innovation, ça donne des idées quand on est fort. Voilà. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est de se former et d'aller voir beaucoup de fromageries. Encore et encore, jusqu'à éliminer toutes les erreurs que les autres ont faites pour ne pas les faire soi-même. Alors là, comme on disait que la consommation ralentit un peu, est-ce que vous, ça vous inquiète? Quelle vision vous avez de la filière caprine bio dans les années qui viennent? Alors, moi, il faut comprendre qu'en fromagerie fermière, il faut comprendre que je suis sur des tout petits volumes. Hein. Donc, je transforme 80 000 litres à l'année. Ça a augmenté... parce que, comme on le disait, 2020 a été une année quand même étrange sous plein d'aspects. Et donc, nous, on a été valorisés sur les ventes. Clairement, les gens se sont tournés vers de la production locale. Je pense qu'on va garder une partie des clients, mais qu'une bonne partie va retourner à des habitudes en GMS. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore de la place en fromagerie fermière bio. En tout cas, même dans mon secteur où on est quand même sur un gros bassin de production, je pense qu'il y a encore de la place, oui, pour de la diversité et de la qualité. Je pense. Alors, comme on arrive presque déjà à la fin du débat, on avait demandé à chaque intervenant de nous donner un petit peu un mot de conclusion. Donc, on va commencer par Gilles, peut-être. Est-ce que, alors, un mot de conclusion ou un souhait? Oui, par rapport à la réussite des éleveurs, c'est très technique. Donc se faire accompagner techniquement pour réussir. Et puis après, pour la valorisation, il faut que le marché, l'offre de lait suive le marché. Un marché qui devrait progresser, mais il faut être prudent, quoi. Pas connaître un peu ce qui se passe en lait de vache bio aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est quand même moins pire. Quand même. Hélène, vous, votre conclusion, ça serait quoi? Pour l'avenir de la filière, je pense que la force du partenariat entre l'éleveur et la laiterie est importante. Pour également, vous parlez beaucoup de technique et c'est essentiel en bio. C'est ce qui peut motiver aussi des éleveurs à se dépasser, à
aller rechercher justement des solutions par la technique, mais que l'objectif, elle est bien de trouver une production de qualité. Donc moi, les deux mots qui sont pour moi importants, c'est le partenariat et la qualité du lait produit par l'éleveur. Bah, pour conclure, c'est un peu rejoindre tout le monde. Donc c'est être techniquement être bon et maîtriser surtout ces matières premières pour voilà, viser l'autonomie alimentaire en bio et pour pouvoir que derrière notre animal y réponde et qu'il y ait la quantité et la qualité. Et donc c'est à vous que revient la vraie conclusion. Alors pour moi, l'objectif à quelques années, ce serait un revenu tout à fait acceptable pour les éleveurs et les fromagers. Bien sûr, ça passe par la technique, bien sûr, ça passe par le partenariat avec nos laiteries, avec nos collègues concurrents, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de trouver le moyen de valoriser à long terme nos produits de qualité, quoi. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des petites questions ou il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. En fait, ils vont quitter le plateau et vous allez pouvoir demander tout ce que vous voulez juste après. Merci.